Bon, c'est n'importe quoi. On s'en fout. C'est pour ça que c'est cool le cinéma. Ça sert à rien, ok? C'est le scénario qui déclenche tout. Pas tout, mais enfin beaucoup de choses. Oui, parce que je trouve que c'est la chose sur laquelle on doit être le plus exigeant, c'est l'histoire. Bonjour et bienvenue dans Phase B, le podcast sur les coulisses et les métiers du cinéma. Aujourd'hui, je reçois Claude Martin, président du Festival des œillades à Albi, un festival qui met à l'honneur le cinéma francophone depuis plus de 20 ans. Bonjour Claude. Bonjour. Merci d'être avec nous en Phase B. On va parler ensemble de l'histoire du festival, de la manière dont on le construit, des rencontres qu'il permet, mais aussi de la place des festivals dans le cinéma aujourd'hui. Cette année, ce sera la 29e édition des œillades du 18 au 23 novembre. Et pour commencer notre discussion, j'aimerais qu'on revienne sur la naissance du festival. Comment est née l'idée des œillades ? Bon, le festival est né en 1997, mais l'association qui pilote donc le festival, qui s'appelle Cinéforum, existe depuis 1989, donc 8 années auparavant, où l'association faisait des rencontres de télévision. Elle n'était pas sur le cinéma directement, mais on faisait aussi déjà des soirées cinéma. Puis l'idée a germé, disons, en 97 et s'est créé un festival qui a redonné un peu vie à l'association, qui tournait un peu en rond autour de la télévision. Et voilà, c'est parti comme ça, une envie pressante, j'allais dire. Et donc, dès le départ, ça a été une semaine autour du cinéma. C'était pas des événements tout au long d'une année. Voilà, directement... on était sur un festival du film français à l'époque. On s'est positionné là-dessus rapidement parce que qui dit festival international dit traduction. Donc du coup, on n'avait pas les moyens techniques ni financiers pour gérer ce genre de plaisanterie. Donc on est parti sur du cinéma français. Et puis petit à petit, ça s'est transformé en cinéma francophone. Alors la question, parallèlement, que vous posiez, c'était... Comment est-ce que l'idée des œillades s'est née ? Ouais. L'idée est venue, comme on faisait déjà des soirées cinéma, on s'est dit pourquoi pas un festival et c'est parti là-dessus. Alors avec la difficulté que quand on démarre ce genre d'opération, il faut un peu de métier, un peu de technique pour la connaissance du milieu. Alors on s'est fait aider par un certain nombre de gens qu'on connaissait bien par ailleurs et puis c'est parti assez vite. Je crois que dès la première année, on a fait une programmation qui tenait la route et avec un certain nombre d'invités importants, puisqu'il y a eu la première année John Berry, il y a eu Bernadette Lafont, enfin on a eu Nathalie Richard, on a eu un certain nombre d'invités un peu prestigieux. Dès la première édition, Dès la première édition. Est-ce que vous vous souvenez de l'ambiance justement qu'il y avait à cette première édition ? Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il y avait une certaine pression pour vous ? La pression, il y en a toujours, même à la 29e édition. Ça s'est passé. Bon, disons que c'était un peu plus simple dans la mesure où il y avait beaucoup moins de séances, donc beaucoup moins de films à présenter et à gérer, puisque la difficulté reste quand même d'obtenir les films que l'on veut auprès des distributeurs, d'accompagner les films via des invités réalisateurs ou acteurs, actrices, ou même techniciens du cinéma. Donc c'était plus simple, mais c'était pas pour autant facile. Et la bascule entre cinéma français et cinéma francophone sur le thème du festival, ça s'est fait à quel moment et ça s'est fait comment ? Alors ça s'est fait il y a une quinzaine d'années, donc c'est quand même relativement récent. Et c'est vrai qu'on voulait s'ouvrir un peu à l'international, mais de manière raisonnée, alors tout en restant dans la francophonie, on évite l'écueil de la traduction, etc., etc. Voilà, donc c'était peut-être pour améliorer un petit peu la représentation à la fois des réalisateurs, des réalisatrices, s'ouvrir à d'autres cultures, même si la culture francophone, elle est quand même assez semblable. Encore qu'il y a des pays comme la Belgique ou le Québec qui représentent même différemment le cinéma qu'en France, je trouve. Ou en Afrique même aussi. Oui, c'est ça. En fait, il y a des films à la fois belges, donc québécois, africains, français, bien Suisse sûr. aussi. Suisse aussi. Luxembourg cette année aussi.
Le public, sur les premières éditions, c'était plutôt des albigeois, c'était des étudiants, des cinéphiles. C'était quel type de public? Aujourd'hui, quel type de public on retrouve à la 29e édition? Ben, le public n'a pas tellement évolué, je veux dire, dans sa représentation. On a toujours bon, un certain nombre de gens cinéphiles. Alors c'est vrai que c'est un public qui est relativement âgé. On dit toujours que le cinéma d'aujourd'hui est un cinéma fréquenté, alors un certain type de cinéma d'auteur, hein, je parle, fréquenté par les cheveux blancs, mais pas que, puisque nous, l'objectif était justement d'éveiller un peu l'esprit critique du jeune public. On a beaucoup travaillé depuis le début, c'est le cas encore aujourd'hui avec le public scolaire, universitaire. Donc on en parlera sûrement, on a énormément d'actions vers ce type de public, mais il ne représente que allez, un tiers, un quart de la fréquentation générale, quoi. Et concrètement, sur l'organisation du festival, comment ça se prépare? Ça se prévoit combien de temps à l'avance? Il y a combien de personnes qui travaillent dessus sur l'organisation générale? Alors l'organisation générale, bon, elle est faite par nos 50 adhérents, on est autour de 50 personnes. On fonctionne, nous, avec des commissions particulière. Donc il y en a une sur la programmation donc, qui démarre assez tôt, celle-là. On a une commission accueil et une commission communication. Voilà. Alors ça démarre pratiquement c'est à l'année en fait, puisque dès qu'on aura fini le festival cette année, fin novembre, il faudra faire les dossiers déjà de demande de subvention pour 2026. Donc on n'arrête pas vraiment. Disons que les mois les plus faibles en termes d'activité sont les mois de février et de mars, quoi. Après, dès le mois d'avril, ça repart, puisqu'on lance la compétition au court-métrage. Et puis on commence à fréquenter les divers festivals, là où on va aller chercher du cinéma. Je pense notamment à Cannes, qui est un peu notre première sortie réellement, qui est donc à mi-mai. Puis après, on enchaîne sur d'autres festivals. Mais ça, après, ça ne s'arrête plus, quoi. Dès l'instant où on a lancé l'affaire au mois d'avril, il n'y a pas d'arrêt. C'est ça en fait, c'est que toute l'année, l'équipe travaille à aller à se rendre dans des festivals de cinéma pour repérer des films, rencontrer aussi les équipes. Donc il y a Cannes et vous avez partout en France ou c'est plutôt des festivals qui restent dans le coin, dans le sud-ouest? Non, ça reste quand même... Oh, on va partout dans le monde, j'allais dire, même pas qu'en France. Puisqu'on fait le Festival de Venise, après on fait Angoulême, bon, ça c'est vraiment très français. Il nous arrive parfois d'aller à Namur, enfin en Belgique. On fait un festival québécois, mais qui a lieu en France, qui est à Florac, et qui se déroule le début avril. Donc on a commencé par ça cette année, juste avant Cannes. Et puis, mais on ne fait pas que les festivals, parce qu'en fait, la programmation, vous voyez des films en festival, certes, mais après, vous avez beaucoup de films qui vous sont envoyés par les distributeurs. D'accord. On les reçoit sous forme de liens, Vimeo, et nous, on essaye de les voir dans de bonnes conditions malgré tout. Donc on a, à l'aide d'un vidéoprojecteur, on sort une image qui fait pratiquement 4 mètres. Bon, le son n'est pas terrible, mais on a quand même une belle idée de ce qu'est le film. Oui, c'est plus pratique que de le regarder sur un ordinateur. On n'est pas obligé de se déplacer chaque fois. Et on reçoit, j'allais dire, au moins 50% des films via les liens Vimeo. D'accord, donc les distributeurs qui... Voilà, on les contacte en leur demandant qu'est-ce que vous avez en magasin pour nous cette année. Et c'est là où ils nous disent, tiens, on aimerait bien vous présenter tel film. Et on choisit ou on ne choisit pas. Et vous disiez là juste avant, 50 personnes qui travaillent sur l'événement. Enfin, 50 adhérents, ça veut dire 50 personnes qui travaillent sur l'événement? Tout à fait. C'est ça. Ouais. Comment ça se passe? C'est divisé en plusieurs commissions sur les sélections, parce qu'il y a la compétition officielle, il y a les reprises. On va en parler un petit peu après. Euh, Comment est-ce que la sélection des films se fait? Donc, ma question, je reviens, est-ce qu'il y a des comités? Est-ce qu'il y a des critères très précis? Comment ça se passe sur la sélection? Mais on essaye de voir, enfin les gens qui sont membres de la commission programmation essaient de voir donc l'ensemble des films, mais c'est pas toujours facile puisque nous, pendant l'été, on voit énormément de films et tout le monde n'est pas dispo.
Mais on a toujours, sur les 12 personnes de cette commission, on a toujours 5, 6, 8 personnes qui voient le film qui nous est proposé. On met tout ça en commun après pour décider quelle sera la programmation à venir, quoi. Après, il y avait une autre question. Est-ce qu'il y a des critères précis? Des critères, oui, ben c'est-à-dire, en fait, on n'a pas une grille d'évaluation au sens qu'on pourrait imaginer, universitaire, hein, scolaire. On a un ressenti global sur le film, en se disant, voilà, bon, ce film, il raconte quelque chose qui nous intéresse. Parce qu'on estime en fait que pour faire du bon cinéma, ben, il faut quand même qu'il y ait une belle histoire. S'il n'y a pas de belle histoire, c'est très compliqué de vendre un film, hein. Donc on part sur le ressenti global, et puis après on essaye de voir bon, si ce film est suffisamment novateur, si c'est pas de la redite par rapport à du cinéma existant. On essaye de voir si le film va plaire à tout public. Enfin, il y a quand même un certain nombre de paramètres qui rentrent en ligne de compte, alors qui ne sont pas listés comme ça, mais dont on prend en compte au moment du choix final, quoi. Cette année, il y a dans tous les longs, enfin les longs et les courts-métrages sélectionnés, parce qu'il y a aussi des courts-métrages, il y a une quasi-parité. Il y a 22 qui sont signés par des réalisatrices, 26 par des réalisateurs et un par un duo mixte. Est-ce que c'était important pour vous d'aller de plus en plus vers cette parité dans le cinéma, enfin dans ce que vous proposez dans ce festival? Oui, tout à fait. Alors, je pense que nous, c'est pas lié à la programmation 2025. Ça fait quand même pas mal d'années maintenant qu'on a voulu justement respecter cette parité, parce que c'était normal de pouvoir donner la parole, plus que la parole du reste, aux réalisatrices qui étaient souvent invisibles, alors qu'elles faisaient un travail remarquable. Et je peux vous dire même que quand on choisit les films, on n'a pas ça derrière la tête tout le temps. Et on les choisit parce que ce sont les meilleurs films qui nous plaisent, quoi. Donc je veux dire, c'est une parité qui n'est pas forcée, mais une parité naturelle. Et voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de festivals dans le monde qui pourraient prendre, euh, disons, faire un petit peu comme on l'on fait, parce que si on regarde de très près, je pense à Cannes notamment, ils ont 22 ou 23 films en compétition chaque année, et il n'y en a que 6 ou 7 qui sont, qui sont réalisés par des femmes. Si on va à Venise, c'est un peu le même tarif. C'est pas le cas dans tous les grands festivals du monde entier, et nous on essaye de le faire en local, bien modestement certes, mais on le fait, on ne fait pas que parler, voilà, on est dans l'action par rapport à ça. Le festival, il propose aussi des rencontres, des débats, donc lorsque les équipes des films sont présentes à la fin des projections, mais il y a aussi des masterclass qui sont prévues. Cette année, il y en a deux, une sur la musique au cinéma avec un compositeur de musique et une sur la restauration des films. Comment vous choisissez les intervenants et les thèmes de ces présentations? Alors, la première masterclass, si on peut dire comme ça, nous avons invité donc Michel Pétrosian, bon, qui est un grand compositeur de musique de film, qui déjà était venu l'an dernier. C'est pour ça que ça a été facile pour le contact cette année. Il était venu donc parce que c'était le compositeur de En fanfare, non? en fanfare, ouais, voilà. Et il était dispo. On avait testé avec plusieurs personnes, et ça les intéressait tous, hein, évidemment, mais ils n'étaient pas dispo. Voilà, donc Michel Pétrosian a accepté, ça tombait bien dans son emploi du temps, et c'est parti comme ça, quoi. Sachant qu'on voulait quand même c'était destiné essentiellement, même si c'est ouvert à tout le monde, c'est destiné à des étudiants option musique. Alors il y a de l'école du lycée La Pérouse d'Albi, puisqu'ils ont une option musique, mais aussi l'école de Saint-Cernin à Toulouse, enfin le lycée Saint-Cernin qui a une double classe justement option musique. Donc la priorité était donnée à ces jeunes, mais n'importe qui pourra assister à cette masterclass qui est somme toute assez pointue, quoi.
Et cette rencontre, justement, elle rentre dans le thème alors, de l'année dernière où c'était la musique et le cinéma. Cette année, c'est l'art et le cinéma. On reste Les sur arts. les arts et le cinéma. On reste sur cette thématique. Parce que dans la programmation, on propose des films qui parlent de littérature, de théâtre, de cinéma, bien sûr, de musique. Ce thème, il s'est imposé comment pour cette 29e édition? On voulait rester un petit peu sous cette dynamique artistique pour montrer que le cinéma n'est pas coincé dans sa bulle. Mais en plus, c'est vrai que la musique aide bien, puisque de toute façon, elle est présente pratiquement dans tous les films. Et puis, elle est toujours porteuse d'un plaisir extrême, souvent. Même si certains l'utilisent pas très bon escient. Dans le cinéma, il faut qu'elle soit signifiante et que ce soit pas quand même une musique additionnelle ajoutée comme ça pour dire voilà, on va faire plaisir à du monde. Et du reste, le film d'ouverture va être un grand moment, je pense, par rapport à ça. Puisque, alors, bon, c'est peut-être pas l'objet maintenant d'en parler, à moins que vous vouliez que. C'est quoi le film Le déjà? film, c'est Véronique. Il s'appelle Véronique, et en fait, qui est un biopic sur Véronique Sanson, qui a été fait par Tom Wolfe, qui est un réalisateur de documentaires, et qui s'est aidé d'énormément d'images d'archives, notamment de l'INA. Et c'est absolument fabuleux, quoi. Alors pour celui qui aime Véronique Sanson, ça l'est d'autant plus. Pour les autres, je pense qu'ils apprendront beaucoup de choses sur sa vie, mais pas que. Enfin, on la voit chanter énormément dans le film, donc c'est quelque chose qui va parler à beaucoup de gens, quoi. Et pour revenir sur les rencontres durant le festival, il y a aussi donc une rencontre sur la restauration des films. Euh, Pourquoi est-ce que vous avez choisi Ben, d'organiser ça? c'est-à-dire, nous, on connaît très bien donc, André Labouze, qui a été longtemps le directeur technique de la Gaumont, enfin, qui est un ami depuis très longtemps, et qui a passé sa vie parce qu'il était à la retraite depuis quelques mois, qui a passé sa vie à la Gaumont pour, chaque fois qu'un film sortait, c'est lui qui était responsable de l'image et du son, enfin pour la qualité, hein, tout au moins. Donc tous les films passaient dans ses mains. Donc c'est quelqu'un qui connaît énormément tout cela, et notamment son travail était de créer le catalogue de la Gaumont, bon, qui existait avant lui évidemment, et qu'il a restauré des dizaines et des dizaines de films, voire des centaines. Donc on lui a demandé de venir. Alors il se trouve que maintenant, en plus, c'est le président de la CST, depuis Qui est la... la Commission supérieure technique de l'image et du son. Donc ils n'ont pas pris n'importe qui, donc du coup ils ont pris quelqu'un qui était véritablement du métier pour parler de tout ce qui est technique. C'est-à-dire, il est appelé par exemple pour vérifier si le son dans une salle fonctionne. Dès qu'il rentre dans une salle, bon, et que le film est lancé, il voit tout de suite si le film est dans sa bonne configuration, voilà, si le respect des éléments techniques de projection sont adaptés. Euh, le, le festival, il projette aussi des premiers films et des films de jeunes réalisateurs. C'est important pour vous de laisser la place à ce jeune cinéma aujourd'hui? Alors tous les ans, il y a évidemment un certain nombre de films de jeunes réalisateurs ou jeunes réalisatrices, mais c'est pas, euh, ça se fait naturellement. Il y a toujours des jeunes réalisateurs qui sont brillants et qui font un premier film de qualité, donc c'est normal qu'on aille vers ce type de film. On ne recherche pas spécialement, c'est pas le festival d'Angers ou qu'un festival de premier plan où tous les films choisis sont des films euh, de première, enfin, Des premières des premières productions. productions, enfin, voilà. Donc, on en a chaque année et ça fait partie, bon, de l'éventail de la programmation francophone. Est-ce que vous vous souvenez d'un jeune talent que vous aviez mis en avant dans le festival et qui ensuite a décollé, a connu, ou que premier film, vous l'avez projeté et ensuite il a connu une belle carrière, vous avez un souvenir? Oh, il y a dû en avoir un certain nombre, hein, c'est sûr. Euh, Comme ça, je me demande si Arthur Joffé, justement, n'avait pas aidé
par le choix de son film à l'aider un petit peu, parce qu'on n'est pas tout seul. Hein. Quand un film vient dans un festival, il va dans une vingtaine d'autres ou une trentaine d'autres. Donc on fait, bien modestement, on participe à sa naissance, hein, au réalisateur ou à la réalisatrice. Oui, il y en a eu un certain nombre. J'ai pas de nom en tête, comme ça il faudrait que je fasse de la recherche. Bah, le film qui a été primé l'an dernier, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Oui, à Voilà, bicyclette. À bicyclette, bon, je pense que c'était son premier long métrage. Je crois qu'il avait fait que des courts métrages avant, malgré son âge canonique. En tant que réalisateur. En tant que réalisateur, oui, oui. Après, bien sûr, souvent les réalisateurs qui démarrent tard ont eu une carrière d'acteur avant ou de technicien du cinéma. Et puis là, il continue sa carrière d'acteur puisque, enfin, je sais qu'il est en tournage vu qu'on en parlait tout à l'heure. Et est-ce que, au-delà des jeunes talents, est-ce qu'il y a une rencontre qui vous a marqué durant ces 28 dernières années au festival? Oui, beaucoup même. Oui. Ben, la première était celle de John Barry, qui est en fait un réalisateur américain qui vit en France, enfin qui a vécu en France, puisqu'il est maintenant décédé, et qui a fait partie de la liste des exilés liés au macartisme aux États-Unis. Hein. Donc il était parti des États-Unis en cachette pour pouvoir sauver sa peau, enfin, ou pas finir en prison, on va dire. Voilà, ça avait été une super rencontre, puisque bon, on a parlé de beaucoup de choses. Et après des rencontres, je pense à Tavernier, qui est sûrement l'homme qui connaît le mieux le cinéma dans le monde. Et quand on parle avec lui, c'est-à-dire on ne parle pas beaucoup, il n'y a que lui qui parle, parce qu'il a tellement de choses à dire qu'on est là tous à écouter ce qu'il raconte, quoi. Bon, il y a plein de gens. Fanny Ardant aussi, qui est un personnage féminin de grand talent et qui irradie toujours par son charisme. Je pense à Gilles Jacob, qui était l'ancien patron du Festival de Cannes, qu'on avait reçu donc, il y a une quinzaine d'années, et qui vraiment était venu apporter plein de richesses dans sa discussion, et notamment il est toujours sensible à la transmission, donc il voulait rencontrer des étudiants. Il ne voulait pas faire de la représentation comme il n'était pas à Cannes, quoi. Il était à lui, et il a même fait un journal télévisé en direct chez nous. Enfin, donc ça a été une belle rencontre, hein, ouais. Et justement, quand il y a ces invités qui viennent au festival, vous, en tant que président, vous mangez avec eux, enfin, vous déjeunez avec eux ou vous dînez avec eux. Comment ça doit être assez chouette, en fait, de pouvoir déjeuner, dîner avec, ou juste prendre un café avec des gens qui font le cinéma. Comment vous le... Puis on en parlait aussi juste avant, c'est une organisation énorme en fait, d'accueillir tous les invités et de les rencontrer. Oui, ben, dès l'instant où on sait que les films vont être accompagnés par un certain nombre de talents, hein, puisque cette année on est autour d'une quarantaine de talents, hein, de nouveau, on sait qu'il va falloir être aux petits soins, les accueillir. Alors, ça va depuis la récupération de la personne, soit à Blagnac pour l'avion, soit à Montauban pour le train, ou soit à Albi-Ville, l'amener dans son hôtel. Après, bon, il y a évidemment la vraie rencontre, c'est-à-dire le rencontrer physiquement et discuter avec lui, discuter avant le film, discuter après le film. Ça peut être discuté aussi pendant le film, enfin pendant le film, juste après En dehors de pour la le salle. débat, voilà. Mais ça peut être aussi à table, dont vous parliez là. Et souvent à table, on a plus le temps pour se raconter des histoires avec le public, hein, avant ou après le film. Souvent, vous les avez au téléphone ou en visio avant de les rencontrer physiquement, ou ça arrive rarement? C'est assez rare en fait, puisque nous on traite avec les distributeurs qui nous disent bien il y a un tel qui va venir.
Et tous les contacts qui se font en amont sont avec le distributeur. La véritable rencontre se fait quand il arrive à Albi, quoi, en fait. Sauf exception, hein. Je pense Mathias Miklouz, moi je l'avais vu à Angoulême à la sortie du film. Je l'avais talonné pour que son film soit présenté à Albi. On s'est rappelé plusieurs fois parce qu'il m'avait laissé son portable. Mais voilà, donc c'est quand même assez rare, malgré tout. Si, il y a des talents qu'on a rencontrés chez eux. C'est assez rare. Ou carrément, ils nous donnent rendez-vous chez eux. D'accord, donc C'est le cas de Téchiné, je me souviens. C'est le cas de Nicole Garcia. J'étais allé chez elle. Voilà, mais c'est 1 sur 50, quoi, même pas, hein. pour vous, un festival, c'est d'abord un lieu de promotion de films ou de transmission au public? Vous le voyez comment, le concept du Ah, festival? c'est un mélange des deux, c'est sûr. Pour nous, c'est transmettre des belles histoires, mais on sait très bien que nous, en programmant le film au festival, mais on est aussi une aide à la vie du cinéma, à la vie du film, bah, grâce au distributeur qui nous fait confiance. Mais après, bon, ça marche pas trop. La fréquentation de la salle, bon, elle est plus ou moins importante, suivant l'histoire, parce que souvent les gens lisent un programme et on a un mini synopsis d'une ligne ou deux lignes, et avec ça, les gens se font une idée et ils choisissent leur film, sachant qu'on a toujours deux films qui fonctionnent en même temps. Simultanément. Voilà, donc il y a un véritable choix à faire pour quelqu'un qui veut passer son temps au festival, et il sait très bien qu'il ne verra pas plus que la moitié des films, quoi. Euh, Qu'est-ce qui fait que, selon vous, un festival attire son public? Ça marche dans la programmation, dans la communication. Qu'est-ce qui fait venir le public, selon vous? Alors ça dépend des festivals, parce qu'il y a des festivals qui fonctionnent qu'avec des professionnels. Donc là, on sait que c'est un rendez-vous. Je pense à Cannes notamment, ou Venise, des très grands festivals. On sait que là viennent que des gens qui ont un intérêt à venir pour acheter Acheter un du film. cinéma ou vendre du cinéma, ou voir du cinéma pour pouvoir programmer après. Enfin bon, c'est un mélange de tout ça. Alors pour des festivals plus petits, bon, ben, on essaye de, de répondre un petit peu à ces deux préoccupations du cinéma, parce que si on n'était pas là aussi pour promouvoir un film, on n'aurait jamais le film, hein. C'est du donnant-donnant avec la distribution et la production qui est derrière, avec, avec lesquelles, enfin les productions, on ne les fréquente pas en permanence, mais on sait qu'ils sont derrière et qu'ils poussent ou pas. On a des films qui ne sont pas donnés parce que la production souhaite réserver le film que pour quelques grands festivals. Ils ne veulent pas s'éparpiller. Puis certains, ils ont peur aussi, hein, du festival. Parce que, Ça veut dire quoi, ils ont peur? ben, ils ont peur parce que si le film n'est pas bien reçu par le public, avec le bouche-oreille, et que le film va sortir après en salle, ben, ça veut dire pour eux que le film ne va pas marcher en salle, quoi. Alors des fois, certains films ne sont pas présentés par les distributeurs dans les festivals. Ils sortent directement en salle sans être passés par la case festival. D'accord. On le disait aussi, enfin, on l'évoquait au début, il y a aussi un accueil jeune public au festival. On essaye de mettre en avant des films pour le jeune public, de les faire venir au cinéma. Est-ce que vous pouvez déjà présenter un petit peu comment ça se passe, cet aspect-là du festival? Et ensuite, j'aurai d'autres questions sur le jeune public. Alors concernant le jeune public, bon, on essaye de travailler maintenant depuis un certain nombre d'années avec l'ensemble du jeune public. Alors ça démarre chez les primaires. Donc là, on a des projections qu'on leur propose. Mais surtout, on fait un travail bon, de formation. C'est-à-dire que les petits, on leur donne les moyens de réaliser leur propre film. Avec l'aide donc de Mediatarn et de la ménagerie de Toulouse, ils sont en immersion pendant 8 jours dans leur école. Et donc on déplace les moyens dans leur école et ils vont créer un court-métrage. Donc ils l'écrivent, ils créent les décors, il faut que tout ça, ils le tournent
Alors après, c'est vrai que le montage, mixage, tout ça, ils sont beaucoup aidés par des professionnels. Mais par contre, ils sont à l'origine quand même de... Alors, ils ont une thématique qui leur est proposée. Et on fonctionne comme ça avec 4 classes de primaire d'Albi. Et donc, ils écrivent le scénario, Ils écrivent, ils font leur tout, décor. Ils font tout, ils filment et tout est fait par eux, presque. Donc ça, c'est pour le côté primaire. Et on leur donne la possibilité également de montrer ce film, enfin le film qu'ils ont réalisé, lors d'une séance grand public. Donc il y a une séance spéciale où il y a les papis, mamies, les tatis, donc tout le monde est là, les enfants, et ça se passe le samedi matin quand les gens sont un peu dispo, quoi. Et ils voient donc leur film sur un écran, j'allais dire géant de cinéma, de 14 mètres ou 20 mètres. Et après, on leur passe aussi d'autres courts-métrages qu'on leur offre qui n'ont pas été créés par eux, mais qui donnent envie de faire d'autres choses et surtout de voir un peu d'autres réalisations qui ne sont pas les leurs, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour les primaires. Pour les collégiens, on a 2 projets actuellement. Il y en a un qui s'appelle un film en auteur, c'est-à-dire on choisit un film assez rapidement dans la programmation, souvent après Cannes. Il se trouve que cette année, c'est La danse des renards, donc, de Valérie Carnoy. En avant-première, ce qui est assez rare de présenter un film avec les scolaires en avant-première. Et ils travaillent sur ce film pendant 1 mois et demi en amont du festival, donc ils y sont actuellement. Et ils doivent, après voir le film en présence du réalisateur et, comment dirais-je, et pouvoir lui poser des questions. Donc ils participent à un débat d'après-projection avec le réalisateur. Ils ont préparé les questions, ils ont vu le film. Enfin bon, c'est quand même un travail quand même qui est assez... Oui, il y a de la préparation. Il y a de la préparation qui repose sur la durée. Et l'autre projet qui s'appelle Programmateur et jury, c'est-à-dire en fait, nous, on a une compétition de court-métrage dans le festival. Et cette compétition, on reçoit bon an, mal an, entre 100 et 200 films chaque année, qu'il faut donc voir dès le mois d'avril. Vous regardez tous les films en entier ? Oui, ouais. Pas moi, parce que moi, je ne fais pas partie de la programmation des cours. Mais donc, il y a une équipe qui travaille là-dessus. Ils voient donc tous les films. Les films sont notés par nos soins. Et après, on les propose à Mediatart, qui est une structure qui travaille avec l'Éducation nationale. Et ensemble, on choisit une liste d'une vingtaine de films qu'on envoie donc à ces 5 classes de collège qui participent au projet. Et eux, après, derrière, c'est eux qui font la sélection finale. Ils nous renvoient leur sélection en disant, nous, on aimerait bien, on va en choisir 6 ou 7, parce qu'il ne faut pas que la séance dure plus d'1h15 de projection. D'accord. Donc, ils ont cette contrainte. Hein. Et donc, on peut dire qu'ils sont programmateurs, sans l'être tout en l'étant. Ils affinent la programmation. Ils affinent la programmation. Et après, ils votent dans la salle, tous, pour élire le meilleur, le prix du jeune public, en fait. Voilà. Et le prix est remis après le débat avec les jeunes réalisateurs qu'on a invités également. D'accord. Et ça se passe le jeudi matin, ça, au La Pérouse. C'est un projet quand même qui concerne 5 classes de collège. Voilà, c'était ma question. Il y a combien de collégiens? 5 classes de collège. 5, okay. Alors que dans l'autre projet, il y a 3 classes de collégiens. D'accord. Celui dont on a parlé tout à l'heure. Ça fait quand même 8 classes de collège qui travaillent sur le festival. Après, sur les lycéens, donc on ouvre la programmation largement aux lycéens, mais on a un projet quand même qui est centré sur les classes à option cinéma et audiovisuel, qui fréquentent donc pendant 2 jours le festival. Donc ils ont la projection du film qui est au programme du baccalauréat. D'accord. Ça fait partie c'est un film qui est choisi par l'Éducation nationale en fait. Ils travaillent dessus, ils font une analyse filmique sur 1 journée et demie. Et après, ils peuvent participer le soir, parce qu'ils ne sont pas dans le stage, à n'importe quelle projection du festival. Et donc ça, c'est encore un travail avec les lycéens. Et puis, on travaille aussi avec les étudiants de L3 de la fac, des étudiants donc en lettres modernes. D'accord. Et ils font le journal du festival.
Donc tous les jours, ils écrivent le journal du festival qui distribue le lendemain matin Pendant une au semaine. public. Et donc c'est un travail qui est très lourd. Cette année, ils sont 18, donc ça va. Ils vont pouvoir se répartir le travail et créer ce journal qui fait souvent 8 pages, 12 pages. D'accord. Ah sur oui, chaque jour. Chaque jour. Ben, je peux vous dire qu'ils ne doivent pas beaucoup dormir la nuit, hein, pour que le journal soit opérationnel le lendemain matin. Et donc, ces étudiants, ils ont l'occasion de rencontrer les équipes qui sont sur le festival pour les interviewer. Mais oui, voilà. Et ils écrivent des critiques. Voilà. C'est ça le... Ils écrivent des articles en amont pour ne pas être pris par le temps, etc. Ils écrivent des reportages sur ce que les publics ont pu dire de tel ou tel film. Ils écrivent aussi sur des reportages qu'ils réalisent eux-mêmes auprès des invités, enfin des réalisateurs ou acteurs, enfin, etc. Voilà, c'est un mélange c'est un vrai journal, quoi, de bord, sur les potins du festival, sur tout ce qu'ils ont pu noter de particulier. Et est-ce que pendant la durée du festival, vous essayez d'échanger avec le public, de voir comment est-ce qu'ils ont reçu tel film ou tel film, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, vous essayez d'aller à cet échange-là avec le public? On essaye, mais c'est difficile parce qu'on n'a pas le temps. En fait, souvent, à la sortie d'un film, on rencontre des gens, on parle de minutes, mais c'est pas un échange, j'allais dire, hyper construit au sens, on se met pas autour d'une table et on délibère on analyse. Non, on peut pas faire ça, c'est trop complexe. Certains peuvent le faire, comme les étudiants justement, puisque ils préparent leur article, donc ils ont besoin de ça, quoi. Puis il y a un autre retour, là, celui-là, il est un peu plus objectif, qui est celui de la compétition, puisqu'on fait voter le public, nous, sur les films qui sont en compétition, et on a un retour, puisqu'on sait très bien si le film a été très bien accueilli, moyennement accueilli, s'il n'a pas été accueilli du tout. Ben voilà, on a plusieurs niveaux un peu d'évaluation sur la petite fiche que chaque Oui, voilà, ma question, spectateur... ça se passe sur des fiches pour Voilà, l'élection par le public. tout à fait. On leur remet des fiches normalement à l'entrée avec un stylo et en sortant, ils nous donnent le résultat de leur vote. Est-ce que un festival de cinéma, vous pensez que ça peut aider à ramener certains spectateurs qui seraient fâchés, entre guillemets, avec la salle de cinéma, à les ramener justement au cinéma? Vous pensez qu'il y a aussi peut-être ce rôle dans un festival de cinéma? Nous, on sait très bien qu'à Albi, puisqu'on utilise des salles qui ne sont pas les nôtres, hein, on utilise les 2 salles CGR plus la salle Arcé de la scène nationale, on sait très bien que chaque salle a globalement son public, quoi. Alors le fait que les films d'auteur passent, peu importe la salle, j'allais dire, pour nous, puisqu'on est bien obligé de les répartir sur la totalité des 6 jours, certains spectateurs n'auraient pas imaginé voir ce film, j'allais dire, au Cordelier, et inversement, quoi. Qui est le multiplex à Albi? Qui est le multiplex à Albi, qui est centré éventuellement, enfin plus qu'éventuellement, sûrement sur un cinéma beaucoup plus commercial, grand public, alors que La Pérouse, lui, il est plutôt centré sur une forme d'arrêt-essai, un peu comme la scène nationale, quoi. Donc ramener les gens vers les salles, oui, mais pas dans le souci de vouloir les ramener coûte que coûte pour dire, voilà, on est mieux assis là que... Non, enfin, on n'a pas cette problématique en tête. Donc là, c'est la 29e édition des œillades. Vous pensez déjà aux 30 ans? Oui, quelque part, oui, parce que on se dit, il va falloir mettre des petits plats dans les grands, quoi, pour la 30e. Et que faire pour améliorer encore l'existant? Ça, c'est la question qui nous taraude tous. Ce qui est sûr, c'est que si on veut réussir la 30e, il va falloir faire venir non pas des stars, parce que c'est pas du tout le mot, mais des talents connus pour attirer un plus grand public, pour faire vivre un peu mieux le festival, trouver encore des solutions pour attirer plus de professionnels,
et pas uniquement fonctionner avec un public local. Il faut qu'il y ait les deux dans un festival pour que ça fonctionne sur la durée. Voilà, donc oui, on y pense. Ouais. Il y a déjà une thématique qui se dessine? Non, Non. non. Vous y pensez à quel moment d'ailleurs à la thématique de Ben, l'édition? assez tôt, enfin, vers le mois d'avril-mai, quand on démarre les hostilités. On ne sait pas. Alors c'est vrai que il existe dans le paysage culturel départemental une thématique chaque année qui est lancée par le département du Tarn, mais que nous, on ne peut jamais respecter véritablement parce que cette thématique colle pas nous, à nos films, enfin bon, etc. Alors faut voir cette année si on peut rentrer dans cette thématique-là, mais on n'a pas envie de s'embêter avec les thématiques parce que on en a une qui est déjà générale, qui est le film francophone. Si on en met une deuxième qui sera donc une sous-thématique, on risque à un moment donné de programmer difficilement. On ne veut pas être pied, point lié sur une thématique. Même si on en... Mais cette année, l'exemple concret, là on est sur les arts au cinéma, mais tous les films n'ont pas trait à cette thématique-là, et heureusement. Voilà, parce que sur 50 films, ça serait impossible. Et... Après, il y a des thématiques qu'on peut reprendre chaque année, puisque on les retrouve dans pratiquement tous les films. Mais ça peut être ça, oui, effectivement. Si on s'aperçoit que 4, 5, 6 films sont sur la même veine, avec la même thématique, ben on peut la choisir comme thématique générale. Mais on voit bien là les limites de ce système, quoi. Que il vaut mieux choisir une thématique à l'avance et essayer de faire rentrer des films récents, ceux qui peuvent rentrer dans cette thématique, mais aussi aller vers le film du patrimoine pour aller chercher des films qui marquent cette thématique. Il y a des reprises aussi dans ce festival. Comment ça se passe? Vous rachetez les films auprès du distributeur ou... Non, en fait, on n'achète rien, on négocie avec un distributeur. En fait, ce sont les cinémas qui le font à notre place. D'accord. Nous, on négocie avec les distributeurs pour avoir le film. Dès l'instant, ils nous disent OK, on met en contact donc l'exploitant de la salle de cinéma avec le distributeur en question. Et lui commande le film officiellement, parce que lui, il a une billetterie CNC, alors que nous, on n'a pas de billetterie CNC. Et à partir de là, il rentre dans la négociation. Bon, vous savez, actuellement, pratiquement 99% des films ne sont pas achetés, c'est-à-dire qu'on ne paye pas de minimum garantie. Les distributeurs se rémunèrent en 50-50, ce qu'on appelle. C'est-à-dire quand vous payez une place d'entrée à 8 euros, mais il y a 4 euros qui restent au cinéma pour la gestion de son personnel, l'électricité, tout ce qu'on veut, et 4 euros qui repartent à la fois au distributeur, au producteur et à la taxe sur les spectacles. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le 50-50, et pratiquement tous les films que l'on programme sont sous la bannière du 50-50, sauf quelques films qui ne sont pas distribués en France. Et c'est le cas notamment avec des films francophones qui n'ont pas de distributeur en France, et auquel cas il nous faut négocier des minimums garantis avec les distributeurs, enfin avec les vendeurs internationaux qui vendent le film. Alors ça peut être 200 euros, 150 euros, 300 euros. Des fois ils ont des idées folles, donc on nous a proposé un film à 900 euros cette année, on a dit mais tu le gardes, voilà. Et puis après, mais on peut négocier. J'ai dit d'accord. Alors moi j'ai dit au moins on peut mettre 200 euros, mais pas 900 quoi. Donc du coup la baisse est presque légendaire. Ah oui, là c'est très marqué. Voilà, donc oui. mais ça nous est arrivé cette année sur un film, oui. Mais c'est normal parce que là ils sont quand même obligés d'exister, de vendre leurs films. Et eux, ils n'ont pas la billetterie CNC pour récupérer 50% de la recette. Donc, ils demandent un minimum garanti, quoi. Dans toute la programmation donc des 49 films cette année, une quarantaine de films, vous avez un coup de cœur? Un film que vous avez particulièrement envie de mettre en avant? Ah, il y en a plusieurs. En fait, c'est compliqué, ça. Je sais qu'on nous demande toujours ça. Bon, c'est vrai que j'ai le film Véronique. Moi, on a été 2 à le voir à Angoulême. J'ai voulu à tout prix le voir et on l'a réussi à l'avoir en ouverture.
parce que c'est un film qui n'est pas fait pour le cinéma, mais pour la télé. Donc on le passe avant qu'il sorte en France à la télé. Donc là déjà, il faut négocier dur, hein, parce que c'est France Télévisions en plus C'est qui avec va la le chaîne passer. de télé que vous négociez du coup Non, là ça a été directement avec l'INA, qui est producteur et distributeur du film. Et je sais ils vont le passer dans quelques festivals, mais très peu de sorties, quoi. C'est normal, la télé veut que le film soit vu pour la première fois, enfin, à peu près. Oui, que ça soit inédit. Ouais, que ce soit un inédit pour eux, parce que si le film a été vu pendant un an avant, ça va pas fonctionner, quoi. Voilà, donc peut-être qu'après, le film, s'il marche très bien dans les festivals, mais s'il marche très bien surtout à la télé, il se peut qu'il ait une carrière cinéma après la sortie. Vous pensez que c'est possible que Ah oui, c'est possible ça. ça marche dans le sens inverse? Dans le sens inverse, ouais. Est-ce que des fois, quand on fait la programmation du festival avec toute l'équipe, il y a des fois où vous entendez pas? Il y en a qui ont envie de programmer un film, d'autres non. Ouais, ben heureusement. Oui, ben c'est normal, puisqu'il y a différentes sensibilités qui sont représentées dans un groupe comme ça. Mais on finit toujours par s'entendre et on peut rejeter des films parce que l'entente n'est pas suffisante, quoi. Même des films qu'on accepte, souvent ils ne sont pas acceptés par tous, quoi. Enfin, accepter, je m'entends, hein, c'est pas, il n'y a pas un veto sur le choix du film, c'est juste, ouais, moi je l'ai moyennement aimé, d'autres ils l'ont beaucoup aimé, mais on le prend quand même, quoi. Donc, et puis on est sollicité par les distributeurs. Alors, vous nous le prenez, votre film, notre film. Donc, c'est complexe quand même, hein. Il y a notre choix, il y a le choix des distributeurs ou des producteurs. Et puis après, on aime bien savoir si le film va être accompagné ou pas. Souvent, on nous dit, ouais, ben, prenez le film, mais il n'y aura personne. Donc, il y a beaucoup de grands distributeurs qui font comme ça, parce que ça les embête de s'occuper des festivals. Ça leur fait du boulot en plus. Ouais, de gérer Voilà, les déplacements. Voilà, c'est du taf, quoi. Voilà, bon. Oui, effectivement, il peut y avoir des dissonances. Pour terminer, est-ce que vous avez des attentes particulières pour cette édition? Ben, l'attente principale, c'est la fréquentation, quoi, hein. Nous, s'il n'y a personne dans les salles, c'est sûr que c'est un échec. Et puis, pas que pour nous, c'est surtout pour les cinémas qui accueillent les films. C'est aussi un échec pour l'invité qui se déplace pour une salle vide. Donc, voilà, on a intérêt à réussir quand même la chose pour que le festival perdure, tout simplement. Merci beaucoup, j'ai pas plus de questions. C'est la fin de cet épisode de Phase B que vous pourrez retrouver en version vidéo sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Merci Claude Martin d'être venu. Merci à vous. On peut suivre le Festival des ELED sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où vous postez quand même pas mal les actualités, notamment pendant le festival. Et puis moi, je vous donne rendez-vous le 1er décembre pour le prochain épisode de Phase B. À bientôt.